Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Le Ghana doit mettre en œuvre un projet pilote de monnaie numérique, une innovation sur laquelle certains pays africains travaillent aussi, notamment le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte ou encore le Kenya. La monnaie numérique présente de nombreux avantages, mais aussi des risques importants. Et nos invités du jour décryptent pour nous les enjeux d'une telle initiative. Monsieur Kwadwo Alain Serge, vous êtes consultant en développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Soumaoro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Et avec nous ici en studio, Monsieur Sadia Zouzou, vous êtes spécialiste en intelligence économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Soumaoro, pour l'opportunité que vous nous donnez encore une fois de plus d'être avec vous ce matin et partager aussi un peu de nos connaissances avec nos chers téléspectateurs. Alors, un peu de vos connaissances, mais on va dire beaucoup de vos connaissances parce qu'aujourd'hui, on parle de monnaie numérique, cet élément important. Plusieurs pays africains travaillent à l'élaboration de leur monnaie numérique. Le Maroc a déjà mis en place un comité d'experts très bien avancé. Le Nigeria a déjà lancé un projet pilote de monnaie unique. L'Afrique du Sud, le Kenya, la Chine, la Russie, pour parler de ces grands pays européens de l'autre côté de l'Occident, en Occident, ont débuté des tests. Et les États-Unis d'Amérique ont déjà essayé pas moins de 5 tests avec des monnaies numériques, le dollar numérique. Alors, qu'est-ce qui fait courir ces pays et quels sont les avantages liés à une monnaie numérique? Merci, M. Soumaoro. Avant de répondre sur cette question, permettez-moi de faire un bref rappel de l'histoire de la monnaie. Vous savez, la monnaie en elle-même était un moyen d'échange et au demeurant, c'était le système de troc. Mais il était difficile de pouvoir continuer dans cette dynamique parce que on ne pouvait pas échanger, je dirais, par exemple, un bœuf contre une montre. Et les échanges n'étaient pas équitables. Et pour pouvoir pallier à ces difficultés, il y a eu la création de la monnaie métallique, vers 650 avant Jésus-Christ. Et la monnaie métallique a été l'une des innovations dans le domaine des échanges commerciaux, parce que les échanges se faisaient de façon équitable. Il y avait une certaine équité dans la dynamique des échanges. Mais vous savez, on a abouti dans un espace politique avec la Première Guerre mondiale et qui a eu des conséquences très dévastatrices. Vous savez, les différentes monnaies étaient produites à partir de l'or et de l'argent. Mais avec les conséquences économiques néfastes de la Première Guerre mondiale, certaines monnaies ont commencé à être dévaluées par rapport à l'or. Et les économies étaient étouffées. Il fallait donc trouver d'autres mesures palliatives. Raison pour laquelle on a abouti à la monnaie fiduciaire. Et je crois que les premiers billets de banque ont été découverts, ont été imprimés en 1685, je dirais au Canada, si je ne m'abuse. Et cette dynamique-là a permis de faciliter les échanges commerciaux. Mais vous savez, le développement économique se faisant, l'innovation technologique a commencé à être en vogue et l'intensification des différents transferts d'argent. Vous savez, il y a des grosses opérations qui s'effectuent. Il était très difficile à l'époque de pouvoir mener de grosses opérations financières avec la monnaie fiduciaire ni scripturale. Il fallait donc trouver d'autres moyens plus sécurisés, plus sûrs, permettant d'aboutir à des paiements sécurisés. Raison pour laquelle on a abouti à la monnaie numérique. Qu'est-ce que la monnaie numérique? La monnaie numérique est une monnaie qui est stockée sur une carte mémoire numérique indépendante d'une carte bancaire. Et la monnaie numérique, sa mise en place vise, je dirais, deux objectifs. Un objectif principal et des objectifs subsidiaires. Du point de vue principal, la mise en place de cette monnaie consiste à freiner la propagation de la crypto-monnaie qui est en vogue dans ce monde. Exemple de crypto-monnaie, on peut citer Bitcoin, Ether. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est un type de monnaie numérique qui fonctionne sur Internet, qui est indépendante d'un réseau bancaire et qui est utilisable à partir d'un système de cryptage. Qu'est-ce qu'un système de cryptage? Un système de cryptage est un système qui est illisible, qui est sécurisé, qui ne permet pas de déchiffrer, je dirais, les différentes informations rattachées à la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie est très en vogue. Figurez-vous que dernièrement, avec le transfert de Lionel Messi au PSG, une grande partie de son salaire et une grande partie de ses émoluments seront versés à partir de la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, pour ces États, c'est un enjeu capital. Et du point de vue spécifique, la mise en place de cette monnaie vise aussi plusieurs objectifs. Il y a la décentralisation du système économique et financier, la dématérialisation des différentes activités économiques, la digitalisation des activités, l'optimisation en termes de rapidité, en termes de célérité. Donc voici autant d'objectifs, autant de raisons qui ont milité en faveur de la mise en place de cette monnaie. Et aujourd'hui, nos États, je dirais principalement le Ghana, qui est l'un des pays africains à avoir lancé ce projet, veut innover parce que l'arrivée de cette monnaie est une conséquence
est une conséquence de la mondialisation qui est une internationalisation des économies. Et cette internationalisation des économies ne peut se faire sans inclusion économique véritable. Parce que quand on parle de célérité, on parle de dynamique des activités. Et la monnaie la plus en vogue qui permet de pouvoir atteindre cet objectif est la monnaie numérique. Parce qu'avec cette monnaie numérique, depuis votre position, vous pouvez acheter une marchandise à Pékin, à Dubaï, à Tokyo, sans même vous déplacer en un seul clic. Mais justement, pour les États africains, vous allez revenir, M. Soussou, parce que vous voulez ajouter des avantages pour les États. Oui, mais sûr. Quel est l'intérêt au quotidien pour les populations même de cette crypto-monnaie? Les avantages pour les États et... Ok, donc je voulais juste ajouter à ce que M. Kouadio a dit tout à l'heure. Il faut dire qu'il y a deux sortes de monnaies numériques. Il y a la monnaie numérique dont il a parlé tout à l'heure, il y a la crypto-monnaie. Il y a aussi la monnaie numérique, la MNBC, qui est la monnaie numérique des banques centrales. Donc la monnaie numérique des banques centrales est de l'apanage de l'État, tandis que la monnaie numérique, c'est-à-dire les crypto-monnaies, c'est un système de peer-to-peer, c'est-à-dire d'individu à individu, comme il a dit tout à l'heure, mais qui contourne le système bancaire traditionnel, donc c'est-à-dire qui ne fait pas, qui fait abstraction de l'intervention de l'État. Donc, ce que je veux dire, pour parler des avantages ici pour les populations de façon générale, c'est de participer à l'inclusion financière, de réduire les charges des transferts de fonds, et de faire en sorte aussi de pouvoir faciliter les opérations. De plus en plus, avec le développement du e-commerce, on voit que véritablement il y a un potentiel économique qui est là, qu'il faut essayer de valoriser. Et donc je pense que, comme il a dit tout à l'heure, transférer des valeurs fiduciaires, sur le plan international, le transfert de fonds d'une partie du monde à un autre a toujours, par le passé, a été un problème. Et du fait que nous venions maintenant dans la mondialisation et avec le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie numérique, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans l'ère nouvelle, c'est l'ère, nous sommes dans l'économie numérique aujourd'hui, de plein pied, nous y sommes. Alors donc, ces avantages-là sont très simples. Et le privé y a déjà mis le pied. Et pour les individus, ça suppose, par exemple, la fin de beaucoup de tracasseries, c'est-à-dire de certaines lourdeurs administratives. Et bien entendu, l'avantage de la monnaie numérique pour les pays, les États, c'est de chercher à avoir ce qu'on appelle la souveraineté numérique, non seulement dans un premier temps, chercher à avoir la souveraineté numérique et d'avoir la souveraineté monétaire aussi, c'est très important. Parce que lorsque des privés s'organisent et imaginent un système monétaire qui contourne l'État, ça devient un problème pour les États parce qu'on sait, par exemple, que le fait de battre monnaie est un acte véritablement souverain et dans un État. Et ça a toujours été comme ça dans presque tous les pays du monde. Donc, je veux dire que c'est une action de réaction de la part des États qui se voient menacés. Bon, je vois qu'on évoque des raisons de sécurité liées à la mauvaise utilisation dont pourraient faire preuve, par exemple, les utilisateurs privés. Alors, donc, c'est toutes ces inquiétudes-là qui ont fait qu'il y a eu cette réaction-là. Mais je vais dire aussi que, globalement, en 2019, déjà en septembre 2019, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook a 2,7 milliards d'utilisateurs à travers le monde, et avec 2 fois la population de l'Afrique, avait déclaré ceci. Il avait dit que, après avoir créé la monnaie, la crypto-monnaie Libra, qui par la suite est devenue Diem, il avait dit que son organisation, eu égard au nombre de ses utilisateurs et le fait d'avoir développé la Libra, leur permet désormais de pouvoir contourner le système monétaire mis en place par les États. Et je pense que cela est un avertissement que les grandes puissances de ce monde ont pris très au sérieux, et c'est pour cela que vous avez remarqué depuis un certain temps qu'au niveau mondial, il y a beaucoup de pays qui essaient de s'organiser partout. Près de 86% des banques centrales à travers le monde aujourd'hui sont en train d'étudier les possibilités d'émettre des monnaies numériques, ou bien l'ont déjà fait en ce qui concerne la Chine, par exemple. Il a mis ce système-là dans environ 4 villes, avec plusieurs millions d'utilisateurs déjà pour tester
certains y sont déjà, d'autres y pensent. Donc, justement, d'autres y pensent. Et tout à l'heure, vous parliez de menaces entre les crypto-monnaies et les monnaies numériques. Voilà. Est-ce qu'on pourra dire que la concurrence, il y aura une forte concurrence entre ces deux types de monnaies dans les mois, les semaines à venir? Effectivement, M. Soumaoro, il y aura forcément une concurrence. Et vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles la monnaie numérique est en train de s'implanter, je veux dire dans le monde, c'est l'émergence des crypto-monnaies. Et quand on définit la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on dira? On dit que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est utilisable sur Internet, indépendant d'un réseau bancaire et qui fonctionne à partir d'un réseau de cryptage, un système de cryptage. La crypto-monnaie n'est pas affiliée à un réseau bancaire. Alors que quand on prend un réseau bancaire, il y a certains mécanismes qui sont mis en place afin de pouvoir réguler un marché. Et la crypto-monnaie présente des avantages, tels que les coûts des transactions qui sont très réduits. Deuxièmement, c'est des monnaies qui sont sur les paiements en ligne, sont sur à travers un système de cryptage, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permet de rendre illisible et de décoder les informations qui sont rattachées aux données financières. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la crypto-monnaie est en vogue. La crypto-monnaie est en train d'être propagée sur l'ensemble de l'échiquier financier mondial. Mais aujourd'hui, nos États qui sont en train de voir l'avènement d'une telle monnaie, vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de souveraineté d'un État, la souveraineté d'un État est aussi fonction de sa capacité de décider de sa monnaie. Avec l'avènement de la crypto-monnaie, on constate automatiquement comme conséquence immédiate la réduction de la marge de manœuvre des banques centrales. Vous voyez, les banques centrales sont des structures régulatrices qui émettent, qui irriguent le marché financier de monnaie. Mais à partir du moment où on parle de crypto-monnaie, ça veut dire que les billets de banque, la monnaie fiduciaire est amenée à disparaître. Si cette monnaie-là disparaît, ça va aussi poser un problème de chômage au niveau des industries qui produisent les billets. Vous voyez, j'ai autant de difficultés, c'est une guerre économique, mais cette guerre économique-là est à mettre à l'actif de l'innovation technologique. Vous savez, depuis qu'on parle de mondialisation, depuis qu'on parle d'internationalisation des économies, depuis qu'on parle d'intégration économique mondiale, et avec l'avènement d'Internet, il est difficile de pouvoir freiner l'avancée de la technologie. Regardez aujourd'hui, la crypto-monnaie a des avantages, je dirais imbattables, puisque en un seul clic, vous avez effectué un achat, les coûts des transactions sont moindres, la sécurité est garantie, mais si vous devez faire un choix, vous allez choisir la crypto-monnaie au lieu de la monnaie numérique. Justement, parlons de cette crypto-monnaie. On a vu quand même dans l'actualité ces derniers temps, les cours de ces crypto-monnaies vraiment chuter de manière considérable, à certains moments monter de manière vertigineuse. Est-ce que cette incertitude ou bien cette irrégularité au niveau des crypto-monnaies, on va l'observer aussi au niveau des monnaies numériques des États, ou de ce côté, on a une certaine stabilité? Oui, en fait, la différence entre les crypto-monnaies et le principal reproche qu'on peut faire aux crypto-monnaies, c'est de constater leur volatilité, la volatilité de leur cours et la fluctuation de leur cours. Donc, à contrario, les banques centrales veulent opposer une monnaie numérique qui est vecteur de stabilité au niveau des coûts des monnaies, de sorte qu'on ne puisse pas assister à peut-être ce qu'on a vu en 2008, il y a eu la crise des subprimes qui a totalement bouleversé sur le plan mondial, je veux dire, le système monétaire mondial. Mais en même temps, je veux dire aussi que, et c'est là aussi que la crypto-monnaie a pris aussi son envol parce que, je veux dire, tous les acteurs de la crypto-monnaie se sont dit, bon écoutez, s'il y a eu ce désagrément-là qui a créé cette bulle financière-là, bien c'est la faute, c'est une certaine désaffection ou bien une certaine défaillance du système bancaire. Donc il faut créer un système qui contourne les banques traditionnelles. Donc la volatilité de coûts des crypto-monnaies pose problème. Et donc l'État, je veux dire l'État voit là cette possibilité de pouvoir un peu réguler, je veux dire le marché. Alors donc quand on voit par exemple le système, le Diem qui avait été mis en place par Facebook, par Mark Zuckerberg, et puis bien entendu aussi Twitter aussi qui voulait mettre un genre de monnaie sur le marché, mais ces deux entreprises ont été ramenées, je veux dire, il y a un haut là au niveau des États-Unis qui les ont ramenées un peu dans leur coquille. Donc l'objectif en fait c'était de voir et de faire en sorte de pouvoir balayer toutes ces barrières-là. Mais aujourd'hui, je dois le dire, c'est pas toujours... nous sommes dans à peu près cette guerre-là entre comment faire pour réguler le marché de façon stable. Mark Zuckerberg, lui, dans son intention au départ, c'était d'endosser ces monnaies virtuelles-là sur certaines banques, certaines monnaies principales pour permettre leur stabilité.
Mais je veux dire que l'un dans l'autre, les deux sont... ces deux tendances sont opposées dans leur façon de fonctionner. Alors justement, quand on revient pour parler que de ces monnaies numériques que les États essayent de mettre en place, on voit sur le continent africain le faible taux de bancarisation. Est-ce que le fait de passer à la monnaie numérique, il y a un avantage pour contourner cette bancarisation? Mais bien entendu, l'objectif premier des concepteurs des crypto-monnaies, c'était d'abord de faciliter l'utilisation, la transférabilité des fonds et le mouvement aussi des fonds entre les pays africains et puis d'autres pays. Et je pense qu'un pays comme le Ghana, qui a proposé, qui a l'ambition de lancer cette monnaie, y a pensé. Il faut dire aussi que le Ghana a basé sa stratégie économique sur un axe très très important, sur les transferts des fonds de la diaspora. Et je veux dire, en plus de cela, le Ghana a fait de son cheval de bataille comme on appelle le mouvement du repatriation, c'est-à-dire eu égard aux difficultés vécues par la communauté black aux États-Unis. Donc, ils ont décidé de prendre comme axe stratégique le rapatriement de tous ces frères blacks américains vers l'Afrique. On appelle le tourisme mémorial. Mais il faut constater que depuis il y a un certain temps, après 4 000 à 5 000 afro-descendants américains sont venus aux États-Unis. Mais quand ils viennent, ils ne viennent pas les mains vides. Ils viennent avec des fonds. Et de plus en plus, vous avez remarqué, depuis un certain temps, il y a une intensification des fonds entre la communauté noire américaine aux États-Unis, dont certains parmi eux ont vraiment quand même un niveau de vie très élevé. Donc le Ghana veut, en mettant ces deux avantages-là, ces deux opportunités dans la balance, pouvoir développer cette crypto-monnaie pour faciliter le transfert. Ce que je vais ajouter, le Ghana n'est pas dans la crypto-monnaie, le Ghana est dans la monnaie numérique. Il y a une différence. Le but de l'avènement de la monnaie numérique, c'est de contrer la propagation de la crypto-monnaie. Maintenant, ce que je vais ajouter... Je suis d'accord. En fait, quand on parle de choses, c'est la monnaie numérique d'État. Donc, je suis juste d'accord. La monnaie numérique. Ce que je vais ajouter, c'est que par rapport à un pays comme le Ghana qui veut mettre en place la monnaie numérique, il va falloir que ce pays-là tienne compte de plusieurs problématiques. Premièrement, celui de la lutte contre le taux d'analphabétisme. Vous savez, vous ne pouvez pas prétendre utiliser une monnaie numérique qui va fonctionner à partir de plusieurs terminaux, les horodateurs, les péages autoroutiers, etc. Si vous ne savez pas lire ni écrire, vous sera difficile de pouvoir manipuler ces appareils-là. Deuxième élément. Troisième élément, c'est que, vous savez, l'Afrique, c'est vrai, est en train de connaître une dynamique urbaine, mais il y a des localités rurales. Ces localités rurales-là, où on connaît le fort taux d'analphabétisme, où il n'y a pas accès à Internet, où les infrastructures, les équipements ne sont pas mis sur pied. Donc, il va falloir pour ces pays-là trouver des stratégies de sorte à ce que ces localités rurales-là puissent avoir accès à ces différents types d'échanges numériques. Vous voyez, aujourd'hui, les localités rurales sont des pays sont des zones où les richesses sortent. Ce sont les points de départ des richesses. Mais là où on va prendre la richesse, si on n'arrive pas à trouver des mécanismes pour pouvoir faire des liens entre zones de production et zones de vente, il sera quand même difficile de pouvoir mettre en place un tel projet. Raison pour laquelle le projet est en train d'être étudié. L'État du Ghana va mettre en place tous les moyens dont il dispose afin de pouvoir lancer. Je crois que l'une des difficultés qui a entravé un peu la célérité de ce projet, c'était au niveau de la transformation de la devise du cedi en numérique. Parce qu'il va falloir trouver les mécanismes avec la Banque centrale de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de difficultés lors des échanges commerciaux internationaux. Voilà ce que j'avais ajouté sur la question. Oui, en ce qui concerne le Ghana, la petite précision, c'est que dans leur stratégie d'élaboration ou de mise en place de cette monnaie numérique de Banque centrale, le Ghana a décidé de s'appuyer sur l'expertise d'une entreprise GE. Je crois que c'est GD. Hein? Oui, GD, une entreprise allemande. Voilà, GD, une entreprise allemande. Et en décidant de s'appuyer sur l'apport technique de cette entreprise qui fabrique déjà des cartes, et aussi qui fabrique aussi des billets de banque. Mais le Ghana a décidé de faire cette démarche-là de façon, consensuelle, en y associant les gestionnaires des plateformes numériques au Ghana et toutes les personnes qui entrent dans l'écosystème de fonctionnement de mobile banking. À cela, je voulais ajouter aussi que
et le Ghana et les autres pays ont dû constater que le mouvement de digitalisation des opérations bancaires de plus en plus au niveau des banques est en train de s'accentuer en Afrique. Le cas de l'Afrique, par exemple, est patent. On sait très bien que au niveau de l'Afrique, le mobile banking, le mobile money, c'est-à-dire le transfert des monnaies par la téléphonie, je veux dire que c'est le taux le plus élevé au monde aujourd'hui qui est en train de faire école dans les autres continents. Donc je vais dire que et le Ghana et les autres pays voient en cela déjà une porte qui est déjà ouverte dans laquelle ils s'enfoncent. Alors permettez-moi juste une question. Au niveau de la sécurisation et de la traçabilité des transactions avec les monnaies numériques, est-ce qu'avec ce fait-là, on peut parler de lutte contre la corruption quelque part? Bon, d'abord, il faut signifier que la crypto-monnaie est plus sécurisée en matière de transfert de fonds que la monnaie numérique. Parce que la crypto-monnaie a en son sein un système de cryptage, on l'a déjà expliqué. Et en ce qui concerne la monnaie numérique, la mise en place, le dynamisme d'un tel projet peut entraîner le développement de différents groupes cybercriminels. Et là encore, des systèmes informatiques n'ont pas encore été peaufinés, pouvant permettre de verrouiller ces arnaqueurs. Maintenant, en termes de lutte contre le chômage, lutte contre la corruption, excusez-moi, la monnaie numérique va jouer un rôle très important dans la lutte contre la corruption. À partir du moment où il n'y aura plus de dessous de table, il n'y aura plus de pourboire, vous savez que vous devez payer tel montant à partir de votre terminal ou de votre carte, vous effectuez votre opération. Je crois que ça sera l'une des innovations pour pouvoir lutter contre la corruption. Mais je vais dire aussi qu'il faut dire que ça c'est très important. Il y a cette faiblesse au niveau de la sécurité juridique au niveau des crypto-monnaies. Étant donné que les crypto-monnaies sont centrées sur les relations commerciales d'individu à individu, cela veut dire que lorsque un particulier fait une transaction, par exemple avec une autre personne, en cas de litige, ce sera quelque chose de perdu parce que l'État, je veux dire l'État qui est le régulateur en ce qui concerne les litiges financiers ou d'autres litiges, ne reconnaît pas cette crypto-monnaie. C'est pour cela. A contrario, par exemple, les monnaies numériques émises par les banques centrales sont des monnaies qui ont un coût légal. Et la différence est notable et il faut pouvoir la souligner pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Et ça n'a pas encore cours. Nous sommes en train donc, de parler d'innovation, je vais dire de parler des choses qui sont en train de venir. Mais je vais dire que la différence entre les deux est très importante. Donc, si vous faites des transactions commerciales qui sont parfois sujettes à contentieux, alors donc il faut souvent se préparer de savoir s'il y a un contentieux, qu'est-ce qui va se passer. Or, la faiblesse avec les crypto-monnaies, du fait que ce soit des monnaies privées, et lorsque vous avez par exemple des problèmes, vous n'êtes pas très sûr de pouvoir trouver une organisation qui va vous servir, soit par exemple, soit aller en justice, etc., pour avoir une réparation quelconque. Et c'est ça la différence entre les deux. Ce que je vais ajouter à ce niveau, c'est que quand vous prenez l'histoire de la monnaie, des différents types de monnaies qu'on a vu depuis des temps, depuis la période de la révolution industrielle, on constate qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, la difficulté a été résorbée. Depuis le système de troc, monnaie métallique, monnaie fiduciaire scripturale ou monnaie numérique. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'une des problématiques qu'il faut résoudre concernant la crypto-monnaie, c'est de pouvoir institutionnaliser ces différentes transactions économiques. C'est de pouvoir créer une institution de régulation mondiale qui va se décentraliser au niveau de chaque État, qui aura ratifié, qui aura accepté de pouvoir développer son système économique à partir des crypto-monnaies. À partir du moment où il y a une institution qui régule le marché, je pense que peu importe les situations, peu importe les différents litiges, on aura des solutions palliatives. Et plus spécifiquement aux monnaies numériques émises par les États, messieurs, en 30 secondes, nous arrivons au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut véritablement? Est-ce que nos États sont prêts? Sinon, qu'est-ce qu'il faut pour permettre l'émergence de monnaies numériques fortes en Afrique? Merci, M. Soumaoro. Pour permettre l'émergence des monnaies numériques en Afrique, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Il faut d'abord passer à l'innovation technologique. Cette innovation technologique va consister à redéployer sur l'ensemble des territoires des guichets automatiques, des terminaux de péage autoroutier, des horodateurs, et puis de pouvoir mettre en place un système d'Internet à haut débit. Parce que ce genre d'activité ne peut pas fonctionner sans une innovation technologique. Hormis ça, il y a aussi l'éducation. L'Afrique est un continent où il y a un très fort taux d'analphabétisme. Il faut pouvoir permettre aux gens d'être instruits.
Parce que si vous n'avez pas le niveau d'instruction requis minimum, vous ne pouvez pas manipuler un appareil, vous ne pouvez pas effectuer une opération quelconque concernant un achat en ligne ou un achat international. Il y a aussi la question des territoires. Vous voyez, quand vous voulez inclure les paiements numériques dans un système économique et financier, il va falloir tenir compte des localités rurales qui sont éloignées, qui n'ont pas accès aux infrastructures, qui n'ont pas accès aux équipements. Donc, quelle est la priorité dans un tel environnement? Je pense que c'est l'une des questions qu'il faut absolument résoudre afin de pouvoir lancer cette monnaie numérique qui est un véritable soulagement, qui est une véritable opportunité pour la mondialisation, pour la numérisation, pour la digitalisation de nos économies. Je pense que l'Afrique est déjà rentrée, a déjà un plein pied déjà dans la numérisation de la monnaie, déjà avec le mobile banking. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Afrique est un continent leader dans ce domaine déjà. Et avec le développement de la technologie, il n'y a pas d'autres alternatives pour les pays et les États africains de mettre en place la monnaie nationale, la banque centrale. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut s'y mettre et aussi entrevoir les différents enjeux sous-jacents au niveau de l'économie numérique, de cette monnaie numérique et de façon globale de l'économie numérique. On sait très bien que la gestion des données à caractère personnel, parce que c'est un débat peut-être dont on aura l'occasion de parler, mais toutes ces monnaies, que ce soit les crypto-monnaies privées ou les monnaies numériques étatiques, génèrent des données. Et ces données-là sont des données qui sont très importantes dans ce qu'on appelle le fonctionnement de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, qui est l'économie de demain. Donc, il faut que les pays africains apprennent à faire confiance aussi, sur le plan endogène aussi, au savoir local. Et de se mettre en position, non seulement en position défensive chaque fois, mais aussi en position offensive. Il est question, quand vous regardez très bien la liste des pays, vous voyez que c'est uniquement des pays anglophones. Effectivement. Et c'est uniquement des pays anglophones et des pays aussi qui bénéficient d'une certaine souveraineté monétaire. Nos recherches nous ont permis de savoir que la Banque de France est en train véritablement de faire des études dans ce domaine-là pour contrer pour contrer la Chine qui est en train de se développer sur le continent africain et particulièrement dans les zones francophones. Alors donc, ce travail qui est en train d'être fait est aussi fait dans l'optique de la création de l'euro, du CFA qui est en train de se transformer en euro. Et je pense que... Nico. Merci beaucoup. Du CFA qui est en train de se transformer en éco et pour lequel on a dit tout à l'heure avant l'émission... on a vécu beaucoup d'aternements. On a vécu beaucoup d'aternements. Merci encore, M. Sadia Zouzou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en intelligence économique et nous étions aussi avec M. Alain Serge Kouadio. Vous êtes consultant en développement. Nous avons parlé des avantages des monnaies numériques pour nos États, mais aussi de l'intérêt de ces monnaies pour nos populations. La monnaie numérique, la monnaie de l'avenir en Afrique et nos États africains s'y préparent fortement pour entrer dans cette nouvelle ère. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Agréable pseudo-programme sur nos antennes.